Bonjour à tous. La séance d'aujourd'hui va donc être consacrée à ce passage du droit des faillites à un droit des entreprises en difficulté. Le droit des faillites existe depuis l'Antiquité. À Rome, lorsqu'un débiteur ne payait pas ses créanciers, ses biens étaient vendus et le prix en était réparti entre eux. C'est une procédure qui s'appelait la vinditio bonorum, la vente des biens, et qui permettait un règlement forcé et collectif des dettes. Nous voyons que la faillite est une voie d'exécution collective, mais aussi une infamie pour le débiteur qui était exposé sur le forum. Cette procédure a traversé les siècles et l'on en trouve de multiples applications dans les foires du Moyen-Âge, où les biens étaient vendus d'une manière forcée et le failli, en signe d'infamie, était coiffé d'un bonnet vert. Le Code de commerce de 1807 fera la synthèse entre le droit romain et l'ancien droit et a consacré tout un livre aux faillites et banqueroutes qui comporte les caractères essentiels du droit de la faillite à l'époque et qui s'applique particulièrement et uniquement d'ailleurs aux commerçants. La faillite à cette époque, depuis cette époque, est l'état d'un commerçant qui ne paie pas ses dettes. Faillir, c'est être en défaut, c'est être défaillant. Sa situation est très différente de celle d'un particulier non commerçant qui, lorsqu'il ne paie pas ses créanciers, fait l'objet de poursuites individuelles. On dit en droit civil que le paiement est le prix de la course. C'est celui qui fera une saisie en premier qui aura le plus de chances d'être payé. Au contraire, la faillite est une procédure collective et c'est une procédure judiciaire. Le tribunal de commerce ouvre la faillite, il déclare la faillite et à partir de ce moment-là, les créanciers ne peuvent plus poursuivre le débiteur et le débiteur est dessaisi de la gestion de ses biens. Les créanciers sont réunis en une masse, c'est-à-dire en un groupement doté de la personnalité juridique. Et le débiteur est purement et simplement remplacé par un syndic, le syndic de faillite, pour la gestion de son patrimoine. La faillite a aussi, dès cette époque, un caractère sanctionnateur. Le failli est déchu de ses droits civils et politiques. À une époque, il est même frappé de mort civile. Il peut aussi faire l'objet de sanctions pénales pour les actes les plus graves, et on ne plaisantait pas avec la banqueroute, puisque le banqueroutier pouvait être relégué, condamné aux travaux forcés, à une peine d'emprisonnement bien sûr, à des amendes, et parfois même à la peine de mort, mais il y a eu fort heureusement assez peu d'exécutions. Cette perception de la faillite, voie d'exécution collective et sanction du failli, de celui qui a trahi la confiance de ses créanciers, a perduré jusqu'à une loi du 4 mars 1889 qui a créé, à côté de la faillite traditionnelle, une procédure de liquidation judiciaire ouverte aux commerçants de bonne foi, c'est-à-dire aux commerçants peut-être incompétents, mais pas malhonnêtes. À partir de ce moment-là, ce commerçant de bonne foi peut proposer un concordat à ses créanciers, c'est-à-dire une sorte d'accord collectif par lequel les créanciers lui accordent des délais de paiement ou des remises de dettes. Et ce concordat est voté par les créanciers. Dès lors, le droit français s'engage dans une démarche dualiste. Si le débiteur est de bonne foi, il peut éviter la faillite. S'il est de mauvaise foi, tous ses biens sont vendus. Ces deux procédures ont ensuite été précisées en 1955, mais une évolution plus importante s'est produite en 1967. En effet,
la loi du 13 juillet 1967 a distingué le sort de l'homme du sort de l'entreprise. Pour la première fois, les sanctions qui sont applicables aux débiteurs ou aux dirigeants sont déconnectées du prononcé de la procédure à l'égard du commerce, à l'égard de son activité. En somme, ou bien le débiteur peut présenter un concordat sérieux et il bénéficie du règlement judiciaire, ou bien il ne peut pas présenter de concordat sérieux et il est mis en liquidation des biens, c'est-à-dire en faillite. L'on voit que l'évolution est très sensible car le choix est économique. Le critère n'est plus celui de la faute commise, c'est celui de la possibilité de présenter un concordat sérieux. On ne parle pas d'entreprise, mais l'entreprise est sous-jacente. Présenter un concordat, c'est évidemment redresser l'entreprise. Au même moment, l'ordonnance du 23 septembre 1967, applicable aux entreprises les plus importantes dont la disparition peut causer un trouble grave à l'économie nationale ou régionale, cette ordonnance va comporter aussi une innovation essentielle, décisive. Avant même d'être en état de cessation des paiements, le débiteur peut saisir le tribunal afin qu'il arrête les poursuites et qu'il ouvre une période d'observation au cours de laquelle ce débiteur va pouvoir préparer un plan de redressement. Un plan de redressement de l'entreprise. Les bases du droit des entreprises en difficulté sont ainsi posées. Ce droit des entreprises en difficulté, qui va se forger au cours des années qui vont suivre, va être marqué par deux grandes périodes. Première période, 1984-1985. Partant du principe qu'il vaut mieux prévenir que guérir, comme en matière médicale, la loi du 1er mars 1984 met en place tout un dispositif de détection des difficultés et de traitement amiable de ces difficultés. La prévention est née. La loi du 25 janvier 1985, qui la suit de peu, réglemente une seule procédure de redressement judiciaire de l'entreprise, dont le but est de diagnostiquer les difficultés de l'entreprise au cours d'une période d'observation et de préparer un plan de redressement, soit par continuation, soit par cession. Évidemment, si un tel plan n'est pas possible, bien, il y aura lieu de liquider et l'on retrouvera l'ancienne faillite. Deuxième grande date, 2005. Le législateur adopte une loi, le 26 juillet 2005, de sauvegarde des entreprises, qui permet à des entreprises qui ne sont pas encore en état de cessation des paiements d'obtenir un plan de sauvegarde analogue à l'ancien plan de redressement. Cette procédure est préventive et judiciaire. Les textes ultérieurs ont affiné ce droit positif, plusieurs lois, des ordonnances, et notamment les ordonnances du 18 décembre 2008, du 12 mars 2014, mais aussi la loi Macron du 6 août 2015 et la loi J21 pour une modernisation de la justice de novembre 2016. Tous ces textes qui se sont succédés à un rythme de plus en plus accéléré ont permis de bâtir tout un corpus législatif applicable aux entreprises en difficulté et très éloigné du droit de la faillite. Pourquoi ? Bien, d'abord parce que le nombre des procédures n'a cessé d'augmenter. Il était d'environ 12 000 en 1970, il passe à 63 000 en 2015. Ensuite, parce que ces défaillances d'entreprises entraînent des destructions d'emplois massives, près de 200 000 par an. Et enfin, parce que ces disparitions d'entreprises, ces pertes d'emplois, contribuent à déséquilibrer le tissu économique local, régional, voire national. Donc le législateur estime que l'on ne peut pas régler la question
par une simple relation entre le créancier et le débiteur, même entre l'ensemble des créanciers et le débiteur, que ces procédures doivent permettre de redresser les entreprises en difficulté. Et c'est ainsi que tout le livre 6 du Code de commerce est aujourd'hui consacré à ce droit des entreprises en difficulté. Comment se caractérise-t-il? Par un domaine étendu. Dans le Code de commerce, les procédures étaient réservées aux commerçants. Elles vont être applicables à toutes les personnes morales de droit privé, associations, sociétés, GIE, syndicats, partis politiques, etc. Mais aussi en 85 aux artisans, en 88 aux agriculteurs et en 2005 à tous les professionnels indépendants, y compris les professions libérales ou les offices ministériels. Une diversification aussi de ces procédures qui est telle que l'on a pu dire que ce droit était devenu une boîte à outils. Et au gré des difficultés des entreprises, on retire un outil ou plutôt que l'autre. Quels outils? Eh bien, il y a des procédures préventives qui permettent d'intervenir d'une manière contractuelle, qui aboutissent à un accord de conciliation entre le débiteur et ses créanciers, par lequel le débiteur prend des mesures de sauvetage, d'assainissement, de restructuration, et les créanciers accordent des délais de paiement ou des remises de dettes. Il s'agit du mandat ad hoc et de la procédure de conciliation par lesquelles le débiteur demande au président de la juridiction la désignation d'un mandataire. Et il y a des procédures qui sont judiciaires et extrêmement ramifiées. La procédure de sauvegarde, qui suppose que l'entreprise ne soit pas en état de cessation des paiements, mais rencontre des difficultés insurmontables par elle-même, et qui va permettre, par le plan de sauvegarde, une véritable restructuration de l'entreprise. La procédure de redressement judiciaire, qui aboutit à des résultats analogues, mais l'entreprise est déjà en cessation des paiements. Et puis, bien sûr, la liquidation judiciaire, qui est l'héritière de l'ancienne faillite. Alors, ces procédures connaissent des variantes. La sauvegarde peut être aussi accélérée, voire financière et accélérée. Et la liquidation judiciaire, elle, peut être simplifiée, soit de manière obligatoire, soit de manière facultative. Enfin, ce droit s'européanise. La faillite était nationale. Le droit des entreprises en difficulté est très souvent international. Il est au moins très souvent européen, d'où un règlement européen sur les procédures d'insolvabilité du 20 mai 2015 qui a été introduit tout récemment en partie dans le Code civil, dans le Code de commerce, aux articles 690.1 et suivants, et également une proposition de directive extrêmement intéressante qui prévoirait une harmonisation des droits internes au sein de l'UE autour d'une augmentation de la prévention des difficultés, d'une possibilité de restructurer les entreprises en cessation des paiements et une possibilité aussi d'organiser le rebond du débiteur en liquidation. Nous voyons, pour conclure, que la faillite est morte. Vive le droit des entreprises en difficulté.